Merci beaucoup à déjà cette journée d'études d'exister. Merci à Franck et Martin d'avoir organisé cet événement et aussi de m'avoir permis de parler d'un sujet comme le jeu vidéo queer, qui est c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur depuis quelques années et qui tient à cœur apparemment des joueurs depuis quelques années également, puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, on a une image tirée de Second Life, qui n'est pas un jeu tout à fait récent. Je vais commencer cette intervention, cette communication, avec un discours extrêmement important que Anna Entropy a tenu en 2016 à l'Indiecade. Anna Entropy, c'est la grande championne de la récupération de la voix par les minorités. La voix égale l'opportunité de s'exprimer dans le jeu vidéo en écrivant ses propres jeux vidéo. Elle a vraiment poussé à écrire des jeux vidéo en Twine, qui est un système, vous savez, comme un livre dont vous êtes le héros, qui crée des aventures textuelles avec un peu de son, un peu d'image, voilà. Mais c'est quelqu'un qui nous parle d'avoir une voix. Et c'est vraiment la chose sur laquelle je vais m'appuyer aujourd'hui pour vous parler. Je vais vous parler d'expériences qui sont réellement vécues par des gens qui vont s'en servir pour ensuite écrire leurs jeux vidéo, mais également de gens qui vont expérimenter des choses, qui sont des expérienceurs. Ça, c'est un terme de linguistique que je vais récupérer allègrement. Et le fait d'expérimenter quelque chose nous fait apprendre de nouvelles aptitudes. C'est ce qu'on voit dans le Serious Game. C'est également ce qu'on voit, dans une certaine mesure, dans les jeux queer, en tous les cas, tel qu'il est créé par des conceptrices qui appartiennent à que j'appelle pour l'instant LGBT, mais je vais raffiner cette étiquette dans quelques minutes. Ces histoires diverses d'expériences, d'avoir une voix, et d'avoir maintenant une voix en 2016, le jeu vidéo n'est pas né en 2016 évidemment, c'est l'idée aussi de faire front contre un hégémon social qui est reconnu, alors qu'on va appeler le système cis par opposition à trans, qu'on peut aussi appeler des choses comme le cis-hétéropatriarcat si on veut, c'est-à-dire une construction sociale qui est basée sur un mouvement tenu par des dominants qui ne se rendent pas compte de leur domination. Je parlerai ensuite de Watson, de diverses personnes qui ont travaillé sur des questions également d'être un homme blanc. Le fait d'être un blanc ou d'être un homme blanc, c'est la position par défaut. Et là, les jeux desquels je parle se placent en opposition à ce défaut et justement créent de nouveaux espaces qui sont basés sur des expériences vécues, mais pas par une majorité. Tout ça crée un mouvement de reprise de pouvoir, c'est-à-dire de partage, pas équitable évidemment pour le moment en tous les cas, mais d'une question d'un rééquilibrage, ou d'un début de rééquilibrage vers justement une prise de parole qui nous permet de prendre au moins un peu de pouvoir ou de faire comprendre aux joueurs et joueuses que effectivement d'autres vies, d'autres vécus existent. Ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est la question des rapports au réel. Quels sont les rapports que l'on va avoir quels sont les rapports qui sont extrêmement importants dans le sein des jeux vidéo queer. Ma communication va donc de façon extrêmement classique se dérouler en 3 temps. Pourquoi avoir des jeux queer et pourquoi en avoir besoin, y compris pour des gens qui ne sont pas concernés, puisque c'est une communication également qui est ouverte à tous et toutes. Je pense que cette question mérite la peine d'être posée ici. Comme c'est une journée d'études, je vais vous présenter un travail préparatoire sur des esquisses diverses de rapports au réel qui, me semble-t-il, sont importants, sont des retours sur des cadres théoriques basés sur l'expression du réel et le rapport au réel. Enfin, je vais vous parler de boucle vertueuse, c'est-à-dire que le jeu agit sur les joueurs et joueuses et le jeu agit également sur les concepteurs et conceptrices de ces mêmes jeux. Et donc, je vais vous montrer ensuite des discours tenus par des concepteurs, conceptrices et des utilisateurs, utilisatrices pour vous montrer un peu ces retours réflexifs, c'est-à-dire comment le jeu a influencé, comment on voit que le jeu a influencé les gens qui y jouent. J'utilise souvent le féminin neutre, je vous le dis tout de suite, pour que ce soit plus simple. Pour commencer cette étude, j'ai tapé de façon tout à fait habituelle jeu autobiographique sur Google, et puis j'ai regardé un peu ce que mon moteur de recherche me proposait.
je vois tout de suite qu'il va y avoir 2 jeux LGBT, qui sont Dysphoria et Coming Out Simulator. Ensuite, excusez-moi, je suis angliciste, hein, donc l'accent me sort aussi. Hein. Des jeux qui sont sur la guerre. Hein, Path Out, c'est un jeu sur un réfugié syrien, me semble-t-il, un petit garçon syrien. Et puis Cosmic Top Secret, c'est un jeu où la personne raconte que sa mère est en fait une espionne et qu'elle s'en est rendue compte. Et je crois que c'est basé sur des événements réels. Memoir and Code, c'est un peu différent, c'est vraiment un jeu expérimental. Et puis That Dragon Cancer, très clairement, parle de la maladie, hein, donc c'est un autre type de crise. J'ai fait exactement la même chose sur Itch, qui est donc une plateforme qui n'est pas, bien sûr, Steam, je ne sais pas si on voit bien, mais vous avez un défilement et de pochettes, et on voit des jeux trans apparaître, hein, des drapeaux qui rappellent des appartenances LGBT, hein, enfin LGBTQ, voilà, comme vous voulez pour le moment. Et donc, les moments de crise que l'on a, la guerre, le coming out, des moments où l'identité et l'identité perçue changent, ce sont des moments que l'on va mettre en jeu, y compris d'ailleurs, même si certains des jeux sur Itch n'ont pas l'air d'être particulièrement queer, eh bien, beaucoup d'entre eux, en fait, parlent de questions diverses, de genre et d'orientation. Voilà. Alors, je suis désolée, mes diapositives sont un peu logocentrées, mais je ne vais pas lire tout le texte qui y est. Hein. On sait depuis extrêmement longtemps, depuis le début, en fait, de recherche sur les communautés minorisées. Y compris, d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur les communautés minoritaires dans les pays anglophones. Et l'idée de la reconnaissance de soi par le groupe est extrêmement importante. Watson, il travaille absolument pas sur le jeu vidéo, il travaille pas du tout non plus sur les questions queer, il travaille sur les questions ethno-raciales. Et donc, lui nous parle de subir des séquelles si jamais notre image est mise en danger par la société, par les gens qui nous entourent, qui nous jugent mal parce qu'on est X ou Y, quel que soit le X ou Y. Je ne lirai pas non plus la citation suivante, qui est donc une citation de Dane Saint, qui est un concepteur de jeux vidéo, et qui nous dit que chaque insulte est en fait du code, hein, un mot qui remplace différent, hein, la différence. L'industrie du jeu vidéo fait partie de notre société, et lui, justement, nous parle de ces énormes problèmes d'être pas fiable, hein, c'est-à-dire fiable égale homme blanc, hétéro, et ça suffit à être, voilà, c'est relatable, hein, le terme, je crois, en anglais de ma citation, si ma mémoire est bonne. J'utiliserai dans cette communication le mot queer, qui reflète en gros les appartenances, donc ce qu'on appelle le mot gay en anglais, hein, c'est-à-dire marginalized orientations, gender identity and intersex, pour parler voilà, de tous les gens qui ne sont pas justement dans une sorte d'hégémon, ce qu'on appelle HSBC, hein, donc homme hétérosexuel, blanc, cis. Les représentations Mogai, donc queer, dans le jeu vidéo, sont nécessaires. Et alors, Alain Entropie, dont on a déjà parlé tout à l'heure, nous dit carrément que le jeu vidéo, tel qu'ils sont à présent, hein, l'hégémon du jeu vidéo, est difficile à regarder sans vomir carrément. Hein. Donc elle est dans une position extrêmement militante, mais elle a toujours défendu l'idée que les gens hors du statu quo de nerd, hein, des gens qui créent des jeux vidéo, doivent participer absolument à la création. Pas seulement au jeu, mais à la création. Et on l'a déjà vu, les avatars qui sont congruents avec son identité personnelle sont importants pour les adolescents. Ça, c'est une étude de Morgan et collègues qui a montré que rien que le fait d'avoir un choix de pronoms, un choix d'identité non binaire, un truc aussi bête que les coupes de cheveux pour hommes et pour femmes dans les jeux vidéo AAA, y compris, hein, bah, si on peut les ouvrir aux deux genres sans distinction, même si on imagine qu'il n'y a que deux genres, et bah déjà c'est un progrès en fait. Et la représentation donc de Max et Chloé, de leur histoire d'amour dans Life is Strange, a également beaucoup contribué à un imaginaire, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, hein, mais un imaginaire dans des fanfictions, dans des prolongements comme ça de fans d'une histoire d'amour lesbienne dans un jeu relativement très connu, qui est très, me semble-t-il, a connu un grand succès.
Ce qui est un peu embêtant, il y a divers caveats, il y a diverses précisions à faire. Ce sont des choses comme Streets of Rage 3, alors on est en 1994, et donc on a un boss qui, comme vous pouvez le voir, c'est le monsieur avec les bas, hein, je pense qu'il est relativement reconnaissable. Ça, c'est une représentation de gens queer par des gens qui, très clairement, ne sont pas queer. Donc on a un go-go boy, hein, si vous voulez, voilà, ça représente la caricature dont Watson parlait, hein, la chose détrimentielle à l'identité. On ne peut pas s'imaginer homosexuel si l'homosexualité, c'est ce mec-là, en fait. Hein, et ce que je peux tout à fait comprendre. Donc, toutes les représentations caricaturales vont être sorties de mon grand panier. Euh, Encore une fois, le jeu vidéo, il représente son époque. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, et je vous conseille le documentaire High Score, qui est sur Netflix en ce moment, où l'épisode 3 parle du début, justement, du moment de liaison entre du rien du tout, du jeu vidéo RPG en texte, et puis des jeux qui vont commencer à tâtonner vers des jeux vidéo avec des graphismes, en fait, et des graphismes de plus en plus élaborés. Il s'ouvre sur Roberta Williams, dont j'aime beaucoup parler, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et nous parle également de Ryan Best, qui est l'auteur du premier jeu vidéo gay et lesbien. Hein, le titre de son jeu, c'était Gay Blade. Et donc, on jouait, vous savez, dans une configuration RPG habituelle, donc un peu porte-monstre trésor, si vous voulez, dans des couloirs, des avatars queer qui se battaient contre les ennemis de West à l'époque. Et c'est très intéressant de regarder dans le documentaire la façon dont il dit ce jeu vidéo m'a permis d'être un canal pour ma colère, donc les prêcheurs, les gens qui m'ont harcelé à l'école, Pat Buchanan, sont des ennemis dans ce jeu. Pour les plus jeunes d'entre vous, je rappelle que Pat Buchanan était un proche de Nixon qui avait dit que l'épidémie du sida était provoquée par Dieu comme une réponse à l'existence des homosexuels qui contaminaient volontairement les gens très bien comme vous et moi, n'est-ce pas, en donnant leur sang hein, pour les transfusions, pour contaminer. Et voilà. Donc, le fait que cet homme soit transposé, devienne un ennemi, hein, c'est extrêmement important. Hein, la représentation de cette vie réelle, en fait, elle passe dans ces jeux vidéo, y compris des jeux vidéo vaguement fantasy, hein, vaguement, parce que Gay Blade, c'était pas une représentation de la vraie vie, hein, comme vous pouvez le voir au décor derrière. Je ne vais pas non plus beaucoup passer, je vais un peu passer, pardon, sur le texte très intéressant de Thorson qui parle de la création de Céleste, et elle rappelle quelque chose de très important. C'est-à-dire que les jeux vidéo, quels qu'ils soient, n'éclipsent pas l'existence d'autres jeux. C'est-à-dire que on peut avoir des jeux vidéo trans, queer, quels que soient les points sur lesquels on se base, sans que ces jeux-là n'éclipsent des Call of Duty, des grosses licences qui ne sont pas des vecteurs de représentation ou des vecteurs même d'histoire LGBT. Hein. C'est vraiment très important. Et elle rappelle que on apprend des uns des autres. Si vous êtes cis et que Céleste vous a aidé, eh ben c'est super. Hein. Ça veut simplement dire que vous avez appris quelque chose sur vous-même dans cette histoire trans. Et elle s'arrête là, en fait. On n'a pas besoin de particulièrement beaucoup commenter ceci. Quand on regarde les reproductions d'expériences, alors j'ai enlevé le terme de simulateur dans de mon PowerPoint, mais quand on regarde les expériences, eh bien on peut se rendre compte que là, j'ai choisi un rapport de cours de Jones qui nous dit que lui, dans son cours de Game Studies, il a fait jouer à ses étudiants et étudiantes un jeu qui s'appelle Female Experience Simulator. Alors, c'est pas Female Simulator, c'est l'expérience d'être une femme, c'est-à-dire que ça, c'est la première vignette, hein, c'est un jeu Twine. On a une sélection de vêtements. Ensuite, une fois qu'on a choisi son vêtement, on va au supermarché, au bureau, dans la rue. On se fait harceler et le jeu s'arrête là, en gros. Hein. Quelqu'un vous siffle, vous dit ah bah viens me voir chérie, et puis voilà, ça finit souvent avec je vais pleurer avec mon chat. Je suis tellement gênée. Ah oh, mon Dieu, je me suis fait harceler. Je suis tellement gênée. Le sol s'ouvre sous mes pieds et je tombe dans le centre de la Terre. Voilà, c'est une simulation qui est complètement exagérée parce que donc Jones est un homme et ses étudiantes lui ont dit alors oui, effectivement,
c'est bien d'avoir des jeux qui rappellent que l'expérience de harcèlement, elle est universelle et elle arrive quels que soient les types de vêtements qu'on mette. Hein. Parce qu'on peut mettre le vieux jogging sale et le vieux jogging sale a exactement la même finalité que, je sais pas, n'importe quelle autre, une petite robe, le short, etc., etc. Mais le souci, c'est la systématisation de la chose. Parce que quand on se fait harceler, hein, je pense, on ne va pas aller pleurer avec son chat. Et en fait, certaines étaient même vexées qu'on dise, alors déjà, je ne suis pas une petite chose fragile, moi j'ai pas pleuré, c'est bon, on m'a appelé chérie, j'ai dit, va te faire voir, et puis j'ai passé mon chemin, mais j'ai pas pleuré avec mon chat. Et puis en plus, il y en a une qui a dit, alors en plus, moi j'aime pas les chats, alors non seulement je me fais harceler dans ce jeu, mais alors en plus il faut que j'ai un chat, vraiment ça ne va pas du tout, quoi. Et ce type de jeu nous montre que reproduire des expériences réelles, hein, on ne doute pas du tout du fait que les femmes se fassent harceler, quelle que soit la façon dont elles sont habillées, euh, s'arrête quand cette représentation d'une expérience réelle est trop exagérée. Hein, c'est exactement c'est le pendant du caveat concernant le personnage de Streets of Rage. Hein. On ne peut pas avoir un personnage aussi caricatural qui représente rien, et on ne peut pas avoir ce truc-là qui représente rien non plus finalement. Les types de rapports au réel, c'est là où je tâtonne sur la question donc je pense que les jeux sont comme des palimpsestes, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours un rapport à du réel, il y a toujours un rapport à du déjà vécu, y compris des œuvres, y compris des choses très aussi bêtes que choisir un prénom ou un nom pour ses antagonistes, ça fait référence à quelque chose dans les vécus des scénaristes. Mais ça, c'est à la limite pas ma question. Ma question, c'est celle des modes de rapport au réel. Et je reprends la conception de rapport expressif, hein, de jeu dit expressif, c'est-à-dire que le jeu vidéo est un moyen d'expression. Et là, j'emprunte à Sébastien Janvaux cette réalité-là, si vous voulez, hein, cette question-là. Et donc, on conçoit quelque chose pour parler de son expérience personnelle. C'est un peu ce qu'on voit dans la capture d'écran du Dysphoria, qui est un jeu d'anthropie, où, alors en fait, on doit faire passer cette forme qui ressemble à un thé bizarre à travers les deux murs. Elle ne passe pas. Hein, et on a juste, je me sens mal dans mon corps. Hein, I feel weird about my body. Évidemment, cette forme n'est pas le corps d'anthropie, et on est tous conscients de cette chose-là. Hein, mais on s'exprime grâce à ça. On a également des jeux expérientiels, et ça, j'emprunte ça à Ross Worm. En fait, j'emprunte ça à tous les chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur la question du jeu vidéo queer. Les jeux sont formatifs, pas comme des jeux sérieux, mais sont des jeux qui nous permettent d'expérimenter des choses qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de nous former. Et là, je prends l'exemple de One Night Hot Springs, en bas, là, avec le personnage de Haru, qui est une femme trans, qui passe un week-end avec deux copines, c'est un jeu japonais, hein, voilà, qui passe un week-end avec deux copines et qui va aux sources chaudes, mais quel nom mettre sur sa réservation d'hôtel, dans quel bain aller, est-ce qu'elle a le droit d'aller avec ses amis? Ce sont d'énormes questions qui... et ses amis, elle lui pose des questions également. Hein. Et donc ce jeu est formatif, on va le voir un petit peu plus tard. Le dernier mode de rapport au réel, c'est un mode dit esthétique, hein, c'est une mode que moi j'appelle décoratif. Et quand on va voir la chambre dans Gone Home, bah on se dit, ok, ça c'est une chambre d'adolescente que vous avez là-bas, typique entre guillemets, le drapeau pirate, les petites photos, les petits posters. J'ai pas besoin de beaucoup plus pour identifier là où on en est dans ce jeu vidéo, plutôt le type de chambre, de décor où on est. La question esthétique, elle est en fait très importante. Hein. Le rapport décoratif, c'est vraiment un rapport très mineur dont je vais très peu parler aujourd'hui. Mais en réalité, Mondragon Bernal, excusez-moi pour l'accent, nous montre dans les jeux vidéo de simulation médicale pour les étudiants médicaux, c'est-à-dire des jeux sérieux pour les étudiants médicaux. C'est extrêmement important que la salle d'opération ressemble exactement à une salle d'opération et les étudiants ont de meilleurs résultats en réel, entre guillemets, si tout est bien représenté. C'est-à-dire qu'on a un soin sur des petits détails décoratifs. Tous ces modes, tous ces rapports au réel sont en fait mutuellement nourris les uns des autres. Et je pense qu'un jeu expressif peut être expérientiel et vice-versa. Et on a décidé, quand on est à l'entropie, de ne pas faire un truc particulièrement décoratif habituel, mais ça ne change rien à l'impact de ces jeux. Hein. Comme jeu expressif, j'ai choisi le Coming Out Simulator de Case, qui a créé en fait ce jeu dans une game jam et qui nous rappelle qu'on peut jouer à un jeu
sans avoir aucun retour positif, sans aucune bonne réponse, et parce que en fait, on joue sa vie à lui quand il était un jeune homme qui a dû faire son coming out auprès de sa famille. Mais le jeu nous apprend également, et là on a le retour réflexif de Case que j'ai mis là en la grande citation, que finalement, ces expériences-là vécues, il n'aurait pas pu en parler s'il n'avait pas été stable dans sa vie. Donc la stabilité dans sa vie représente également le moment où il peut exprimer ses expériences diverses, hein. Donc il fallait une stabilité émotionnelle, financière, etc. Et donc grâce à ça, maintenant il est capable de nous montrer tout ce montrer son linge sale, hein, comme il le dit. On a aussi, alors là c'est fantastique, c'est un exemple que j'aime beaucoup et je remercie encore Esteban de m'avoir montré ça. Vous voyez donc là-haut cette vidéo de ces garçons, hein, c'est des lads, c'est des mecs britanniques, alors c'est fantastique. On fume, on balance des clopes, le copain ramasse la clope, on boit de l'alcool et puis on se casse des chaises sur le dos parce que that's what you do, vous savez. Et British lads hit each other with chair est une vidéo qui a recueilli un certain nombre de vues. Alors c'est un riposte, hein, celui de 2016. Et cette petite vidéo courte a été reprise par Robert Yang, dont Tony a parlé tout à l'heure, parce que cette vidéo représente une certaine masculinité, hein. C'est ce que dit le tweet là de Nick Cordingley, qui nous dit mais c'est incroyable, cette vidéo elle mériterait une pièce dans une exposition sur la masculinité. Et Yang a dit t'inquiète, je m'en charge, je transforme cette image, cette vidéo en jeu. Et effectivement, ici, vous avez des captures d'écran de sa conception, où vous voyez exactement les mêmes garçons, dans exactement les mêmes postures. Il a vraiment essayé de faire certaines choses assez photoréalistes, si vous voulez, hein. Le jeu lui-même est dirigé, la joueuse, si vous voulez, tient un appareil photo, enfin un téléphone plutôt, et on filme, entre guillemets, ces deux jeunes hommes principaux qui se cassent des chaises sur le dos ou s'embrassent, puisque la vidéo, hein, je ne sais pas si je peux la remettre au début, je pense que oui, la vidéo elle s'ouvre sur ce baiser. Et en fait, c'est cet élément-là qui fait basculer ce truc dans du n'importe quoi fécond pour Robert Yang. Je suis désolé, j'aurais des mots peut-être plus sérieux dans l'article, mais bon, ici, c'est du n'importe quoi rigolo. On mélange donc de la culture populaire. Alors, il y a une période de catch dans le jeu vidéo, je ne vous dis pas trop, mais où des chaises lui tombent sur le dos à foison, comme ce qui est arrivé en 94 pendant un match. Je vous conseille d'aller regarder cette vidéo après. Vous vous amuserez beaucoup à regarder ces catcheurs qui prennent des vraies chaises du public sur le dos. C'est extrêmement dangereux, personne n'a été blessé, donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille cette violence incroyable. Soudainement, le jeu vidéo fait place à un chœur qui chante la chanson Truly Madly Deeply, qui était très à la mode quand j'étais adolescente au siècle dernier, qui était une chanson, une bleuette, hein, si vous voulez, mais chantée par un chœur d'hommes. Et puis on a une intertextualité ou un espace interstitiel, pardon, avec Icare qui apparaît, et effectivement la figure d'Icare, parce que là en fait c'est donc le vrai tableau classique de la lamentation à Icare versus la capture d'écran de British Lads qui cèdent et qui se portent l'un l'autre. On a donc des réels divers qui s'opposent. Alors, j'ai pas du tout le temps de vous parler de être un vrai mec, mais embrasser ses copains, d'être tout mou, d'être tout flagada dans les bras de son pote après s'être fait casser la figure par cette chaise, de toutes les questions de performance, de camp, hein, je vais en parler un tout petit peu. Mais je vais surtout vous parler du fait que les réels, hein, le faisceau de réels qui se rejoint, c'est aussi un faisceau de réels qui donne lieu à des choses extrêmement étranges. Le jeu vidéo et la conception du jeu vidéo fait quelque chose au jeu lui-même. Et donc vous le voyez là, le corps du personnage s'élève dans les cieux. C'était un bug de création à la base de Robert Yang. Et il s'est dit, mais c'est génial. Il s'élève dans les cieux comme s'il transcendait ce plan de douleur et de souffrance et de chaise mortelle. Et là, on le voit s'élever dans les cieux, cet Icare qui a enfin accompli son rêve, dit Robert Yang, dans un élan un peu lyrique. La programmation en solitaire, elle nous permet des choses de ce genre-là, et finalement, peut-être que s'il avait eu une équipe, et le jeu queer est fait aussi tout seul, hein,
entre guillemets, souvent ou avec des équipes très réduites, eh bien peut-être qu'on n'aurait pas eu cette beauté de ce corps qui s'élève comme ça dans les cieux. La réalité culturelle de vivre en Angleterre et donc de savoir à quoi ressemble le fond d'une cour, ça aussi, Yang, il est américain, hein, donc il n'a aucune idée de comment ça marche. Donc vous avez une petite capture d'écran de son premier projet et ensuite, qui ressemble beaucoup plus à quelque chose de... C'est bizarre, en fait, lui, il a mis une petite allée alors qu'en vrai, il n'y a pas de petite contre-allée. Ce n'est pas parce qu'on crée un jeu vidéo queer qu'on est seul, qu'on reste seul. Souvent, on est entouré par une communauté et c'est effectivement son cas à lui, hein, où il nous montre que c'est ses joueurs, hein, c'est la communauté de joueurs autour de lui qui a dit non mais fais pas un truc avec une allée bizarre, fais-nous vraiment un contre-garage à la britannique si vous voulez. On a donc une campification, une campification, donc une vidéo réelle devenue complètement camp, qui est yassifiée, j'ai envie de dire, quasiment. Je ne sais pas si, si vous voyez ce qu'est la yassification. C'est prendre des images tout à fait d'hommes politiques, de gens très sérieux, et de transformer ces images de façon à ce qu'ils soient quasiment méconnaissables en les maquillant, hein, à la façon d'expérience de drague, hein, de drag queen, si vous voulez. Hein. Donc il y a une yassification de Emmanuel Macron, enfin il y a plein de choses qui nous présentent des hommes politiques extrêmement sérieux qui sont sublimés comme ça, et ça fait partie des transformations LGBT, hein, des transformations queer. La campification, c'est l'échec du sérieux, l'échec du réel, mais cet échec nous donne lieu à finalement quelque chose qui est une exagération réussie. Hein, on explore dans ce jeu, en fait, on peut faire embrasser les deux personnages si on veut, on peut les faire se casser la figure tant qu'on veut aussi, on peut les faire fumer, boire, etc. Hein. Mais c'est l'exploration de ce simple moment, de cette simple vidéo, qui crée un jeu qui commente sur les masculinités ou la masculinité. Un jeu expérientiel qui me tient à cœur, c'est Mainichi, hein, maintenant pour passer sur le deuxième mode. Encore une fois, c'est une expérience du quotidien. C'est-à-dire que Coming Out Simulator, c'était une série de conversations que vous avez avec votre compagnon, avec vos parents, au téléphone, etc. Robert Yang, il prend des mecs qui se tapent dessus dans une allée. Mainichi, c'est vous recevez un coup de fil de vos amis qui disent « Est-ce que tu veux prendre un café avec nous ?» Voilà. Donc on est sur des expériences extrêmement quotidiennes, hein, de la trivialité, on n'est pas sur de l'épique, on est sur comment est-ce que je m'habille pour aller à mon café. Il se trouve que le personnage que l'on incarne est une femme trans. Et donc la question de répartir son temps, bien s'habiller, mal s'habiller, se maquiller, prendre du temps pour soi aussi, pour jouer à la PlayStation au lieu de faire tous les soins du corps, etc. Ce sont des questions importantes et qui vont déterminer la façon dont l'expérience se produit. Est-ce qu'elle se passe bien ou mal souvent, elle se passe très mal, en réalité, pour des choses qu'on peut avoir oubliées, entre guillemets. Hein. Est-ce que vous payez par carte ou par espèce? Si vous êtes une personne trans, mieux vaut payer par espèce, en fait, en utilisant des espèces, car votre carte bleue peut encore contenir votre ancien nom, et donc poser des problèmes. C'est le cas de ce jeu, en fait. Hein. Et le jeu ne vous dit jamais, encore une fois, hein, comme le jeu de Nick Case, ne vous dit jamais, c'est bien, tu as fait le bon choix. La vie est comme elle est. Et il n'y a jamais de générique de fin. Hein. Mainichi, ça veut dire le quotidien, c'est ça, hein, la vie, voilà, tous les jours. Et donc, la même boucle se reproduit. Une fois que vous avez été au café avec vos amis, que vous avez payé votre consommation, vous repartez chez vous et la boucle est absolument infinie. Hein. C'est l'action de la joueuse qui fait qu'on arrête ou non de jouer. Hein. Et donc, ça rappelle des mécanismes de hors-jeu, hein, si vous voulez, c'est-à-dire on décide, on décide de faire quelque chose et personne ne nous dit c'est super ce que tu as fait, c'est très bien d'avoir dit bonjour à un tel. Et ça, c'est extrêmement important en fait dans ce type de jeux vidéo. Les retours réflexifs, j'en ai un petit peu parlé avec Robert Yang, mais je spirale autour et je reviens vers le cas de Maddie Thorson qui sera, je pense, évoqué plus loin dans d'autres communications, petit teaser, où la question de la réflexion personnelle, elle est extrêmement importante. Les jeux queer
Ce sont des jeux, comme je vous ai dit, portés par une seule personne. Une seule personne qui peut donc avoir un blog, raconter à ses joueurs et joueuses, à sa communauté, ce qui se passe. Comme Robert Yang, qui a un blog très intéressant, comme Maddie Thorson, qui a un très beau blog, et qui parle également d'expériences diverses dans des interviews, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que la création du jeu Céleste a également correspondu avec son être à soi, hein, avec le fait que lui monte l'idée que être trans était une identité possible, faisable pour elle. Elle ne savait pas qu'elle et Madeleine étaient trans. Elle a commencé à développer des doutes et à la fin, elle sait que et Madeleine, dont l'identité n'est pas enfin, dont l'identité est en jeu parce qu'elle se bat contre une partie d'elle-même, qui est la maladie mentale, on imagine, qui est voilà, mais qui est son double, comme vous le voyez. Vous avez Maddie qui est sur la capture d'écran en bas avec les cheveux roux, et la partie d'elle contre laquelle elle se bat a les yeux rouges et les cheveux violets. Le jeu vidéo ici, hein, le fait d'écrire un jeu vidéo, en fait, ça devient un allié. Hein. L'allié dans le sens LGBT, hein, c'est-à-dire une entité, une personne qui n'est pas, qui ne fait pas partie d'une catégorie quelle qu'elle soit, mais qui a des comportements qui sont des comportements de soutien et d'apport, d'affection, de choses nécessaires pour les gens qui en auraient besoin ou qui soutiennent des valeurs proches des valeurs queer. Céleste reste en Maddie Thorson, comme j'imagine elle reste dans les joueurs et joueuses, et ça éclaire la citation dont je vous avais parlé au tout début. Hein. Si le jeu Céleste vous a aidé, que vous êtes 6, eh ben c'est tant mieux, hein, parce que le jeu en fait aidait énormément de gens. Alors, c'est pas mon point de confort, hein, de parler de l'expérience des joueurs et joueuses, mais je pense que dans cette conférence, dans cette journée d'études, c'était nécessaire d'en parler également. Le fait de jouer est extrêmement important et les retours positifs, hein, c'est ça qui crée ces boucles vertueuses. Là, c'est l'exemple de One Night Hot Springs dont je vous ai parlé tout à l'heure, où les commentaires sont dithyrambiques. Hein, c'est un jeu court, c'est un jeu textuel, un visual novel, donc il y a des graphismes, hein, comme vous pouvez le voir, mais très peu, il n'y a pas de skills, il n'y a pas de compétences de ce genre-là. Hein. Mais les commentaires parlent de soi. Hein. This hit my poor little trans girl heart. This made my trans heart very big. Donc des commentaires qui parlent des joueuses elles-mêmes, des commentaires qui parlent de la réalité. Hein. As a lesbian transgender girl, everything is accurate. Hein. Tout est vraiment réaliste. To what we really experience. Vraiment, cette personne, c'est le commentaire là-haut. Hein. Cette personne, elle martèle que la réalité, elle se voit dans ce jeu, alors que il y a des gens qui disent également, moi je suis pas japonais, mais ça rappelle, ou je suis pas japonais, ça rappelle beaucoup mes expériences. Et il y a une question aussi d'universalité. C'est ça qui est intéressant dans le jeu queer, me semble-t-il. This hits you right in the gut, in a good way. Hein, ça a de l'impact sur vous, que vous soyez trans ou non, hein, whether you're transgender or not. Le dernier commentaire nous parle également des gens cis. Hein, on parle aussi de l'autre. Hein. Les cis ne pouvant pas expérimenter la vie de la façon dont les trans le font, c'est important de voir ce jeu qui permet de lever un peu le nuage du privilège cis, hein, si vous voulez, du système dont on parlait tout à l'heure. Des jeux comme celui-ci peuvent aider à comprendre les expériences qui ne sont pas les nôtres ou qui sont les nôtres. Hein. C'est ça qui est, je pense, extrêmement important. Je vais conclure maintenant sur quelques réflexions. Hein. Je n'ai pas parlé des grands chercheurs et chercheuses queer, mais l'idée importante, c'est de créer des espaces d'expression qui rappellent un peu ce qu'on vient de voir dans la diapositive précédente. Hein. L'équilibre des pouvoirs mériterait de changer un peu. Et on peut résister, on peut créer des propositions également. Hein. On peut ouvrir un peu les champs des choses un peu arrêtées et des systèmes très engrainés, hein, grâce à la création de jeux vidéo queer. Et en fait, le queer, les gens qui sont Mogai et le jeu vidéo, ce sont deux espaces distincts qui se réunissent ici pour créer ces espaces de résistance. Il me semble que ces échos de vie des joueuses, des conceptrices, de tout le monde,
créer en fait des boucles extrêmement positives de tolérance, hein, et créer des vecteurs, si vous voulez, d'expression, des lieux de communication. Si One Night Hot Springs marche si bien, entre guillemets, c'est parce qu'il n'y a pas de questions idiotes. C'est qu'il y a des gens cis dans ce jeu qui comprennent pas très bien Haru et son identité et qui lui posent des questions candides ou naïves qu'on voudrait poser sans pouvoir le faire ailleurs. Donc ça a créé ces espaces justement de communication, y compris avec des avatars sur l'écran. Ces questions sociales et émotionnelles me semblent extrêmement importantes de tout temps, hein, mais là d'autant plus que des outils comme Twine, Bitly, c'est ça, je crois, Bitsy, pardon, ou RPG Maker, enfin des choses comme ça gratuites et faciles d'accès nous offrent de plus en plus de possibilités de nous emparer du jeu vidéo. Donc allons-y, hein. Voilà, je vais conclure sur quelques références et je vous remercie de votre écoute en espérant ne pas avoir dépassé.